Nouvelle version, nouveau générique, pardon, donc pour Info Politique. On parlera que politique. Même formule, 3 invités, 20 minutes à chacun pour s'exprimer. Nous recevons en premier Jean-Daniel Denmont pour Volonté 974. Il y aura Jean-Claude Barré pour LPLP et également Claude Moyac pour Europe Écologie Les Verts. Et nous commençons tout de suite avec Jean-Daniel Denmont, juste pour vous préciser que Yves Montrouge prendra l'émission en cours. Jean-Daniel Denmont, bonsoir. Bonsoir. Alors, on a invité celui qui a créé Volonté 974. D'abord, c'est quoi Volonté 974? Volonté 974 est née en 2010 avec un groupe d'amis pour apporter une réflexion sur les sujets d'actualité et rapidement on a investi le champ politique à travers nos différents thèmes que nous avons débattus, la jeunesse, les personnes âgées notamment. Juste pour situer le cadre de cette création de Volonté 974, il y a eu une rupture avec Michel Denmont aux Avirons à ce moment-là. C'était bien avant puisque j'ai toujours été dans cette dynamique d'apporter la contribution de tout le monde, d'avoir l'avis de différentes personnes avant de faire aboutir à des projets. J'étais déjà dans cette dynamique et d'ailleurs la création de Volonté 974 avait dérangé au niveau de la municipalité, au niveau du maire notamment. Mais la rupture interviendra en 2011. En fait, c'est à partir de 2008 que les choses ont commencé à évoluer au niveau des avirons, puisque le maire étant élu avec 60%, à partir de ce moment-là, eh bien, il n'écoutait plus ses élus, il décidait tout seul, sans concertation, et cette méthode-là ne pouvait plus continuer parce que aujourd'hui, nous avons besoin d'une véritable démocratie. Et c'est en ce sens que j'ai préféré retrouver ma liberté de parole à partir de septembre 2011 précisément. Alors on va voir si Volonté 974 a qu'est-ce que sa réflexion a apporté et qu'est-ce que vous voulez apporter. Donc d'abord Volonté 974, depuis sa création, qu'est-ce que ça a apporté dans le paysage politique à La Réunion? Écoutez, nous sommes nés d'un groupe de personnes, c'est vrai pour une grande partie des gens des avirons, mais on a étendu un certain nombre de personnes et on a pu, à un moment donné, notamment au niveau des personnes âgées, apporter une réflexion. Lorsqu'il y avait une réforme en 2010, en août 2010 précisément, où on devait mettre en place une assurance privée et aussi pénaliser les personnes dans les droits de succession, on a été les premiers à La Réunion à alerter de cette situation et c'est seulement quelques mois plus tard que les gens ont commencé à réagir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des droits intéressants qui demandent à être conservés, voire confortés, tels que l'aide aux personnes âgées, qui est un dispositif intéressant dans la mesure où il n'y a pas de conséquences sur les successions. On a vu, différents courants politiques sont nés après la rupture entre des colistiers, entre des gens d'un même parti politique. Vous, c'est avec Michel Denmont. C'est juste pour rappeler, il y a quand même un lien de parenté entre vous, c'est ça? Éloigné. Si on est bien des avirons. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous vous situez comment sur la scène politique et surtout aux avirons? Au niveau des avirons, je dirais qu'on est d'abord et avant tout des avironnais. On souhaite apporter notre pierre à l'édifice du développement de la commune des avirons sans entrer dans des schémas purement politique ou politicien. Après, chacun a ses étiquettes. Moi, par exemple, je suis proche d'Objectif Réunion, où c'est le plus grand parti local, parti de la Réunion, et puis c'est un parti qui a décidé aussi de renouveler la classe politique. C'est important aujourd'hui d'apporter du nouveau, d'apporter de nouvelles idées, et c'est extrêmement important pour nous que cette classe politique se renouvelle à la Réunion. Alors, ce renouvellement de la classe politique aux avirons, c'est sans doute un des éléments qui vous a motivé dans la création de Volonté 974. Tout à fait. L'objectif premier, c'était justement de permettre à celles et à ceux qui ont des idées, qui souhaitent apporter leur dynamisme, leur volonté, leur jeunesse aussi dans ce débat démocratique. C'était l'occasion. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, tout est ficelé, tout est bouclé pour éviter qu'il y ait l'émergence de nouveaux élus. C'est fortement regrettable et nous avons souhaité justement qu'il y ait cette nouvelle
dynamique, de nouvelles personnes qui prennent des responsabilités à La Réunion, dans ce département. Et je crois qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de jeunes qui aspirent à prendre des responsabilités. Maintenant, ce qui est inquiétant, c'est de voir comment la machine est verrouillée. Alors, on reviendra sur la machine, mais sur cette génération qui souhaite prendre des responsabilités, est-ce qu'elle ne se décrédibilise pas un petit peu que de le voir naître un mouvement, souvent à quelques mois d'une échéance électorale, et toujours avec cet objectif de prendre le pouvoir? Est-ce que cette génération-là, aujourd'hui, ne se donne pas le temps de mener une réflexion, ne se donne pas le temps de trouver de nouvelles pistes politiques? Et finalement, cette nouvelle génération-là, on l'a vu depuis 2010, finalement, ne veut qu'une chose, c'est le pouvoir. Et quand cette nouvelle génération a le pouvoir, c'est d'empêcher les autres d'exister, finalement. On n'est pas là pour... C'est-à-dire que vous faites les mêmes... On regarde, vous avez les mêmes schémas de comportement que vos aînés, finalement. Vous avez, il me semble, là en tête quelqu'un de précis quand vous parlez de ça. En tous les cas, moi c'est vrai que je constate quand il y a certains jeunes qui prennent des responsabilités, des fois ils appellent la politique autrement. Moi, j'appellerais la politique à l'ancienne. Et c'est peut-être regrettable, certains comportements, parce que la démagogie, ça suffit, ça ne rapporte rien et la Réunion n'aura pas à gagner. En tous les cas, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des jeunes qui ont apporté leur contribution, qui souhaitent aujourd'hui faire avancer. Qui ont la même soif de pouvoir. C'est pas forcément une soif de pouvoir, c'est une volonté d'apporter, de s'impliquer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. Si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines. Maintenant, il y a eu de plus en plus de l'émergence de nouveaux partis qui sont rentrés qui sont opposés à un mode de fonctionnement, à des schémas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui refusent de cautionner des méthodes à l'ancienne, des méthodes qui relèvent du passé et qui demandent aujourd'hui qu'on passe à autre chose. Comment, Jean-Yann Denmont, à travers Volonté 974, comment allez-vous changer les comportements, changer les méthodes? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Et comment sortir, bien sûr, de ce qui peut être votre caractère? Vous êtes quelqu'un qui a envie d'être un peu un bélier, de rentrer dedans et de changer les choses. Je suis bélier, justement. Comment allez-vous, justement, essayer de changer ça en profondeur pour vraiment qu'il y ait de nouvelles méthodes, de notre façon de faire la politique? Mais écoutez, moi, j'ai été un adjoint. J'ai changé ma pratique quotidienne. Parce que à partir du moment où j'ai été élu, à partir de 2001, ce que j'ai fait, c'est d'aller à la rencontre des gens régulièrement pour faire remonter les besoins, aller à cette écoute de la population. Et c'est là qu'on entend beaucoup les problèmes, les difficultés, les préoccupations des gens. Et c'est à partir de là, j'ai cette démarche, et d'ailleurs je me suis formé en ce sens, de développement social local ou de démarche participative pour essayer de favoriser, d'écouter la base avant de bâtir un projet, avant de construire quelque chose, l'écoute, la concertation, voilà des méthodes qui semblent intéressantes. Et aussi, il y a la nécessité de travailler en partenariat avec d'autres personnes. C'est fini le temps. Et malheureusement, quand il y a de mauvaises habitudes qui sont installées, je parle des Avirons parce que je connais, mais dans d'autres communes, je vois les mêmes comportements. Les maires se croient tout permis, ne font plus rien, et toute idée nouvelle est considérée comme un danger. Eh bien non, là, le débat d'idées, c'est justement pour apporter du neuf à une île qui en a bien besoin. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a malheureusement à La Réunion, de façon générale, une urbanisation qui n'est pas suffisamment réfléchie, il n'y a pas une véritable cohérence dans la démarche, parce que nous devons rechercher la cohésion sociale dans cette urbanisation irréfléchie, parfois qu'on voit. Il faut aussi mettre en avant le patrimoine réunionnais qui est en train de disparaître, parce que nous avons un atout formidable à La Réunion, c'est le secteur touristique. Et je regrette qu'il n'y a pas suffisamment de volonté de mettre en avant un véritable développement économique à La Réunion, comme on peut voir dans d'autres destinations. Une question là-dessus, justement, puisque vous parlez du schéma d'aménagement régional. Ce schéma, l'aménagement du territoire, ça relève donc, bien sûr des communes, mais ça relève également des autres collectivités. Aujourd'hui, est-ce que
cette génération qui arrive, vous, à travers Volonté 974 ou Objectif Réunion, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir une concertation alors qu'on voit qu'actuellement la mise en place par le gouvernement d'un PLU intercommunal, de donner la signature du permis de construire au président de l'intercommunalité pose déjà un problème. Est-ce que chacun n'est pas dans son petit précaré à vouloir garder, à conserver son pouvoir? Et quand on voit que cette nouvelle génération n'agit pas différemment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de faux dans tout ce qu'on dit là? Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous êtes en train de dire. Cette réforme du PLU qui serait étendue sur l'échelle intercommunale est, à mon sens, une bonne idée. Parce que ça permettrait aux maires d'éviter certains comportements aujourd'hui qu'on peut constater lors de la révision, lors de la gestion. Une petite parenthèse, je vais vous faire sourire. Regardez par exemple, actuellement, on est en période électorale, tous les permis de construire qui sont signés, et dans toutes les communes, je dis. Exactement, ou même les promesses par rapport à la révision du PLU, ces déclassements de terrain. On voit bien, c'est un enjeu électoral qui est important, qu'il ne faut pas négliger. Et en ce sens, je pense qu'il serait plus judicieux que l'intercommunalité soit véritablement le porteur, le chef de file dans ce domaine de compétences, afin d'avoir aussi une lisibilité sur plusieurs territoires et qu'il y ait une véritable cohérence sur la zone sud-ouest, par exemple au niveau des avirons, ou bien au niveau de la Civis ou de la CA-Sud, là où on se trouve plus dans le secteur sud. Il y a une cohérence à trouver et puis à définir ensemble comment on aménage notre territoire. Parce qu'on ne peut pas faire du tourisme un petit peu aux avirons, un petit peu au tampon, à l'entre-deux ou ailleurs. Il faut qu'il y ait un fil conducteur. Bah oui, on l'a vu après 2010, je crois, les avirons quittaient la CA-Sud pour aller à la Civis. Vous, si demain vous êtes maire, vous préférez la CA-Sud ou la Civis? Bien sûr, si Didier Robert reste président de la CA-Sud. La question ne se pose même pas pour moi. Je ne me pose pas cette question dans la mesure où c'est évident qu'on va rester à la Civis, mais je souhaite élargir qu'il y ait à un moment donné une fusion entre la CA-Sud et la Civis afin de définir ce grand Sud. Là encore, on a besoin de cohérence parce que on voit bien que nous sommes des territoires, deux intercommunalités dans le Sud. Pour moi, c'est pas normal. Il faut qu'on arrive à un moment donné. C'est vrai qu'il y a eu des enjeux politiciens, il y a eu des antagonismes par le passé, et pas forcément dans des partis politiques différents, souvent dans les mêmes partis, afin de définir une vision du Sud, une vision sur le long terme. Et je regrette de voir aujourd'hui qu'on se retrouve avec ces deux intercommunalités, mais il me semble que ça prend le chemin petit à petit. Tôt ou tard, on sera amené, après 2014, lorsque les conseils communautaires seront élus, il y aura certainement une réflexion à mener pour qu'il y ait cette cohérence nécessaire. Là, nous sommes en période pré-campagne électorale. Les municipales, donc, c'est dans un mois et demi à peu près. Vous êtes donc candidat aux avirons. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le terrain, vous essayez une nouvelle méthode? Est-ce que votre langage, pour vous, est différent de votre concurrent, de votre principal concurrent et de la troisième concurrente qui est également en course? Est-ce que vous essayez de changer les choses aujourd'hui? Chacun son style, chacun ses méthodes. Moi, en tous les cas, ce que je peux vous dire, je ne promets rien aux gens. Mon discours, il est clair. Je viens pour expliquer ce que je souhaite faire pour la ville, mais aussi d'écouter les demandes des administrés, parce que c'est comme cela qu'on pourra avancer et être adapté dans nos réponses, parce que quand on entend les administrés parler, ils ont des idées super intéressantes pour améliorer le quotidien des gens, que ce soit sur des demandes telles qu'un abribus, des demandes de la vie quotidienne, ou bien de leurs propres problèmes, mais aussi dans leur vision de l'avenir. Il y a, parce que c'est vrai, le système actuel a fait en sorte que les administrés ne parviennent pas à véritablement apporter leurs idées et que leurs idées soient véritablement prises en considération. Vous pensez que vous pouvez, vous, utiliser un petit peu cette démocratie participative dont tout le monde parle?
Tout le monde parle. J'ai toujours été un adepte de cette méthode, de par ma profession peut-être. Je suis assistant social de formation. Tout ce qui est action collective, intérêt collectif, c'est un petit peu ma tasse de thé. Et à partir de là, je suis un petit peu habité par ces idées pour faire en sorte que qu'on redonne véritablement de la démocratie aux habitants. Et là, il y a un travail à faire. Je souhaite ardemment mettre en place un budget participatif pour que dans différents quartiers de la commune, les gens s'expriment, donnent leur avis et participent à la réalisation d'actions dans chaque quartier. Vous, avec, bien sûr, vous avez donc présenté un programme aux Avironnais. Qu'est-ce que vous, jeunes en politique, bien sûr, entre guillemets, vous avez déjà un passé politique, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer avec les jeunes, avec les moins jeunes? Comment articuler tout ce que vous voulez faire dans une façon de faire qui est celui de Jean-Daniel Denmont? Est-ce que vraiment vous pensez que vous allez pouvoir changer cette politique-là? Rapidement, lorsque j'ai été élu en 2001, j'ai initié un certain nombre d'actions, le relais de l'insertion, la cybercase, et cela en partenariat avec des Avironnais qui venaient me voir. J'ai pris en considération leurs demandes et petit à petit on a travaillé ensemble pour la réalisation, pour la recherche de financement, pour la recherche de partenariats également et de connaissances aussi au niveau de la loi. C'est ça aussi la nouvelle démarche que nous souhaitons mettre en place, parce que le problème qu'on voit malheureusement actuellement, c'est que souvent les maires qui sont là longtemps n'écoute plus la population, et quand il y a de nouvelles idées qui arrivent, eh bien tout est fait pour décourager ces administrés, et c'est pour cela aussi que je me bats aujourd'hui, pour que chacune et chacun puisse véritablement donner leur avis, apporter une idée et essayer de concrétiser, parce que c'est notre devoir aussi d'accompagner. Moi j'ai le souvenir à un moment donné, dans un quartier, après une élection, des jeunes en colère qui n'acceptaient pas le verdict des urnes pour X raisons. Eh bien, parce qu'ils n'étaient plus écoutés. Ce que j'ai fait le lendemain des élections, je suis allé les voir là où ils étaient, dans la rue. Et j'ai dit, allons discuter ensemble, allons essayer de construire quelque chose ensemble. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a vu? Les jeunes sont venus à la mairie. On commençait à travailler sur un projet, sur la création d'une association, pour que ça s'organisent pour pouvoir aussi monter des projets innovants, pour apporter leur contribution à une dynamique de quartier. Et rapidement, dans ce quartier-là, il y a eu une manifestation, il y a eu aussi des emplois créés au niveau de l'environnement, l'embellissement du quartier. C'est en amont qu'on arrive à travailler et à que les gens se sentent concernés par ce qu'il fait dans leur ville. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on vote pour quelqu'un et 6 ans après, on revient, on décide, et c'est dommage. Je crois que le citoyen doit être acteur tout le long de l'année. Une question rapide, pour une réponse rapide, entre Jean-Daniel Denmont et Michel Denmont, c'est un conflit de génération? Il y a peut-être de cela, des méthodes différentes, des idées différentes, tout à fait. Il nous reste 2 minutes, Jean-Daniel Denmont. Je vais vous poser la question de manière suivante. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez vraiment apporter à la politique et en filigrane aux avirons? Le respect du citoyen, c'est pour moi incontournable. On ne peut plus promettre. Quand je vois le nombre de jeunes qui attend un emploi, un contrat aidé, qu'on joue là-dessus, je crois qu'il faut arriver à dépasser ces réflexes politiciens, et il me semble important que dans ces domaines, dans ce domaine des emplois aidés, que ce soit par exemple un service compétent tel que le Pôle emploi qui pourrait gérer ce dispositif. Et aujourd'hui, vous, en tout cas, vous vous sentez prêt à prendre ces responsabilités-là et à aller au bout de ce projet? Exactement. Déjà, depuis 2012, dans un document adressé à la population, j'avais été clair sur ces orientations, sur la méthode de travail, sur la gestion communale. C'est important d'avoir le respect à tous les niveaux du citoyen. On a l'impression que ce respect dont vous parlez depuis tout à l'heure, on ne l'a pas eu à votre égard, c'est ça? Pas forcément à mon égard, je dirais plus à l'égard de la population. Si c'était que moi, je dirais que c'est pas très grave. Je peux surmonter les choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai
ce devoir. C'est peut-être lié à ma formation, c'est peut-être lié à mon histoire aussi. J'aime les habitants, je les respecte et ma démarche, c'est de travailler avec cette population parce qu'elle a quelque chose à dire. Est-ce que ça c'est très personnel, mais je vous pose la question, il nous reste 30 secondes. Vous avez une revanche à prendre? Je ne suis pas dans une démarche de revanche. Je dis simplement, j'avais des idées, j'ai constaté qu'on a empêché de réaliser un certain nombre de projets que j'avais mis sur la table. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de freins. Moi, ma démarche, c'est d'essayer de permettre de réaliser ces différents projets. Par exemple, le réseau des parents acteurs, c'est-à-dire une implication plus forte des parents dans la relation avec leurs enfants. C'est aussi une démarche d'animation. C'est de faire en sorte qu'il y ait un véritable développement économique. À partir du moment où on n'est plus écouté, on n'est plus en phase, mais ce n'est pas une revanche personnelle. C'est un projet nouveau que je souhaite apporter pour la ville des Avirons. En 2 mots, vous, aujourd'hui, la politique et vous, qu'est-ce que c'est? J'aime la politique, bien entendu. D'accord. On va se séparer en attendant que Jean-Claude Barré reprenne votre place. C'est lui qui va répondre à nos questions. Merci Jean-Denis Denmont d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de Volonté 974 et que vous êtes également candidat au municipal 2014 aux Avirons avec entre autres l'étiquette d'Objectif Réunion. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée. Nous, on attend Jean-Claude Barré. Je vais vous demander de partir. Donc, on attend Jean-Claude Barré donc, pour la deuxième discussion de cette soirée. Je vais sans doute me sentir un petit peu seul le temps qu'il arrive. Jean-Claude Barré, je rappelle donc, est au mouvement LPLP. C'est un mouvement qui est indépendantiste. C'est entre autres le MAR, le mouvement pour l'indépendance de la Réunion. Je rappelle qu'à l'époque, Jean-Claude Barré était avec Jean-Baptiste Ponama. Il a donc mené ses combats avec, entre autres, Sinimalé. Il y a eu plusieurs actions, c'était l'époque des années 80 aussi. Aujourd'hui, Jean-Claude Barré revendique toujours la décolonisation de la Réunion. C'est quelque chose qui n'est pas très entendu à la Réunion. Il faut dire que LPLP est un parti très intimiste. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y adhèrent, mais en tout cas, eux, ils sont toujours là depuis les années 80, depuis la séparation de Jean-Baptiste Ponama du Parti communiste. On attend donc Jean-Claude Barré pour discuter donc de la position de LPLP sur, entre autres, la colonisation, sur le carburant, sur les municipales également. Jean-Claude Barré qui arrive tout doucement, il n'est pas pressé. Alors, Jean-Claude Barré, bonsoir. Vous n'avez pas l'air très motivé. Ah, comment elle n'est pas motivée? Elle est motivée, en fond. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez mis autant de temps pour nous rejoindre? L'escalier était dur pour monter. Bon. Alors, Jean-Claude Barré, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir, M. Ramoudou. Alors, LPLP, c'est quoi? LPLP, c'est l'organisation pour libérer notre pays, un front de libération nationale. Juste, je vous disais tout à l'heure, dans les années 80, donc il y a eu cette séparation entre Jean-Baptiste Ponama et le Parti communiste. Vous étiez avec Jean-Baptiste Ponama, il y avait Serge Sinimalé, entre autres. J'étais au Parti communiste réunionnais à cette période-là. on va pas régler des comptes avec le Parti communiste. Non, mais il ne veut pas parler du tout d'ailleurs. On va parler vraiment de la colonisation, de la décolonisation. Dans votre regard, LPLP, est-ce que vous pouvez me donner la définition de ce que veut dire quoi, LPLP? L'organisation populaire pour libérer notre pays. D'accord. Alors, c'est un mouvement indépendantiste. C'est un mouvement, comme il dit, nous les dans la mouvance indépendantiste de Serge Sinimalé et de Jean-Baptiste Ponama, qui a fondé le MIR, le mouvement pour l'indépendance de la Réunion. Au moment où Jean-Baptiste Ponama quitte Paul Vergès. Jean-Baptiste Ponama était au PCR à ce moment-là, et il quitte donc le Parti communiste et il crée donc le mouvement pour l'indépendance pour la Réunion. Vous êtes toujours dans cette configuration? Le mouvement indépendantiste, le MIR, a été créé par Serge Sinimalé, a été rejoint par Jean-Baptiste Ponama quand il a quitté le PCR. D'accord. Hein? Alors aujourd'hui, que revendique LPLP? Comment le dire, nous est dans la mouvance du... Comment on appelle ça? Dans la mouvance indépendantiste de Serge Sinimalé et de Jean-Baptiste Ponama,
Nous nous dit comme ça que la décolonisation du pays reste à faire et qu'en 1946, elle a été tout simplement un maquillage de la colonie en département. Un maquillage d'ailleurs illégal puisqu'il a eu une violation des recommandations de la SDN de l'époque, c'est-à-dire l'ONU d'aujourd'hui, qui voulait que les métropoles décolonisent, ce qui n'a pas été fait. La question avait été posée à l'époque par l'OUA, qui est aujourd'hui l'Union africaine. L'Union africaine, oui. La question, comment vous la posez aujourd'hui, puisque finalement personne ne la pose plus, y compris l'OUA. Nous l'avons posée l'année passée, nous avons écrit à l'ONU, à l'ONU, la sous-commission de décolonisation, oui. Et à l'Union africaine également. Récemment, je pense que c'est au mois de septembre qu'on a écrit à l'ONU. Est-ce que quelque part, c'est pas un petit peu, on n'a pas l'impression que vous êtes les derniers irréductibles réunionnais indépendantistes? N'y pense pas que les derniers, parce que nous, quand même, beaucoup de réunionnais, ils sanctionnent un joug dessus eux de coller. Mais les autres, ils ne gagnent pas chaper. Les autres, ils gagnent pas chaper parce qu'ils sont liés. Ils n'ont pas le droit de parler, parce que quand ils travaillent dans une entreprise, s'affirmer réunionnais, est presque déjà un délit. Et malheureusement... Non, peut-être pas aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. S'affirmer réunionnais, c'est quelque chose que tout le monde fait. Mais, bien sûr, mais se définir en tant qu'indépendantiste réunionnais, c'est-à-dire pour une décolonisation véritable de la Réunion, là, pas grand monde écrit. On va tourner autour du pot, mais de parler de la décolonisation vraie, on n'entend pas grand monde. On va trouver, comment dire, la régionalisation, on va retrouver, comment on appelle ça, la bidépartementalisation. Mais parler pour l'indépendance de la Réunion et la décolonisation réelle, c'est-à-dire la rupture des liens de subordination avec la métropole, aucun parti politique ne le pose. La question, je reviens là-dessus. Au départ, vous étiez un mouvement. Il y avait également, entre autres, Agnès Boyer. Le mouvement avait une certaine, je dirais, pignon sur rue au niveau au moins des médias, parce que vous faisiez quelques actions. Aujourd'hui, même ça n'a pas tenu. Agnès Boyer est parti de son côté. Vous êtes parti de l'autre côté avec Bertrand Grondin. Écoute, moi, de Agnès Boyer, je vais en parler. Hein. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait que ça a cassé, finalement? Agnès Boyer avait une certaine position qui ne correspondait pas à un mouvement de décolonisation, à un mouvement indépendantiste. C'est tout. Il est dans la mouvance d'une, comment dire, dans la mouvance de la France. Il est plus ou moins proche de certaines organisations politiques françaises. Par conséquent, nous, on est totalement indépendants. On n'attend pas de consignes d'ailleurs. Jean-Claude Daré, combien vous êtes? Qu'est-ce que vous revendiquez? Demain. Et je vous souhaite longue vie à vous et à tous ceux qui sont autour de vous. Attention, on reste garder la vie au plus long possible et faire des petits au fur et à mesure. C'était pas ma question. Ma question, c'était, vous êtes combien? Et demain, vous partirez comme moi d'ailleurs, mais qu'est-ce qui restera de votre mouvement? Il restera ce qui est resté après Célestine Amalé, après Jean-Baptiste Ponama. Il y aura toujours d'autres qui prendront la suite. Midi et mi-répète, la décolonisation de la Réunion n'a pas été faite. La libération nationale reste à faire. On a dit également que la décolonisation, c'est la rupture des liens de subordination avec la métropole. Comment on peut envisager un développement de la Réunion dans le cadre de la République française? Oui, comment? D'accord, la question se pose là-dessus. Mais encore, les questions sont quand même reviennent. Avec quoi va vivre la Réunion? Quels outils de production? Quelle économie? Monsieur Ramoudou. Oui. Avant la départementalisation, la Réunion était une colonie. Elle pouvait survivre sans l'extérieur. La période de la Deuxième Guerre mondiale a été un moment crucial, où il y a eu des gens à la Réunion, ils étaient misère, comme il dit, ils étaient pauvres, mais où il n'y a pas eu de famine dans la Réunion. La pointe de monde a crève de faim pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les bateaux ne rentraient pas à la Réunion. Nous l'avons vécu avec ce que nous n'avions à La Réunion. Pourquoi ce qui était possible avant 1946, avant cette trahison? Attendez, ça a duré de 40 à 42, jusqu'à l'arrivée du Léopard, qui a cassé le blocus. Entre 39 et 45, la peine bateau la rentre à La Réunion. Lors de la période de la guerre, La Réunion, il comptait que sur elle-même. Oui, effectivement. Bon. Eh bien, la population la vive difficilement, comme ailleurs, comme en France, comme dans tous les pays en guerre. Mais il n'y a pas eu de famine à La Réunion. Il fallait attendre 2 ans, comme nous l'a écrit dans Fanal, notre journal. Il fallait attendre 2 ans après la départementalisation pour que le conseiller de l'Union française, Hippolyte Piot, il a envoyé une lettre au gouvernement, il dit de ne pas abandonner La Réunion, la famine menace La Réunion. Ce qui veut dire que dès le départ, la départementalisation a été loupée, elle était ratée.
dès le départ. Et aujourd'hui, où s'annuler avec la départementation? Quel progrès qu'on est là, sinon le ravalement de façade? C'est un ravalement de façade, la misère elle est derrière. Je crois que là aussi, proposer une stratégie politique que peut être la décolonisation, c'est-à-dire l'indépendance de la Réunion, c'est une chose. Mais que proposez-vous derrière comme moyen de production, comme stratégie politique, comme agriculture, pour que 800 000 Réunionnais vivent avec les moyens de la Réunion? Si je peux permettre à moi de rectifier, où il y en a 820 000 ou 850 000 habitants à la Réunion, mais ce ne sont pas forcément 850 000 Réunionnais. Nous l'avons estimé en prenant par des coups par les naissances, les morts et les décès, il doit être à peu près 650 000 Réunionnais. Ah oui, ça il dit tout ce que l'INSEE écrit, tous les organismes officiels y disent. Mais il n'est pas n'importe qui les Réunionnais. Moi, je crois que ça est important de le dire aussi. À chaque fois, il dit en 2025, nous serons 1 million, 1 million d'habitants. Comment nous va faire? On l'a dit, nous l'a gagné fait quand elle était en difficulté. Et je pense que ces moyens-là, nous avons encore le moyen de créer. Et le Réunionnais va gagner répondre de son devenir demain matin. Parce qu'actuellement, tout ce que nous produisions anciennement, nous n'avons plus rien. La canne à sucre, d'ici 2017, les morts. Les planteurs de canne à sucre, ça va devenir les futurs chômeurs ou bien les futurs déportés. Le GNAM l'est là. Le GNAM l'est là, et le GNAM qui remplace le BUMIDOM, que dans le temps, dans une organisation anticolonialiste toujours en France, nous l'avait dit que le BUMIDOM était un organisme à caractère négrier. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Là, en train de vider la Réunion de ses forces vives. Il continue tous les ans de faire partir les jeunes. Et si ça continue là, nous, c'est un peuple réunionnais en voie de disparition. Et nous, Réunionnais, parti indépendantiste, ne veut pas être les Palestiniens de l'océan Indien. C'est pour ça que nous dit il faut que les Réunionnais mobilisent d'autres. Il faut que dans chaque Réunionnais, la fibre patriotique, il ressorte. Et que Zoti dit, nous n'en avons assez de ces directives politiques qui viennent d'ailleurs, les directives que les pris à Bruxelles, les pris à Strasbourg ou bien les pris à Paris. Est-ce que vous ne pensez pas que le Réunionnais est majeur? Comment se fait-il que Maurice, l'indépendant, elle arrive à s'en sortir? Comment se fait-il que les Seychelles, ben oui, à chaque fois ils sont à où? Ben oui, on l'a vu Madagascar en train de crever la faim, on l'a vu les Comores à côté, s'il n'y a pas les crédits de la France. Mais, messieurs, ils arrivent à faire croire à nous, à la Réunion. Tout l'océan, nous n'a pas de poisson dedans. Non, ils donnent à nous poissons congelés pour manger. Et dans le même temps, on a des bateaux russes, des bateaux chinois, des bateaux japonais, ils viennent pêcher dans l'océan Indien. Donc ça, la Réunion, il savoir. Je réparais, parce que vous pensez vraiment que les quelques canottes que la Réunion en a, ils pourraient sortir en mer pour aller en pêche bateau russe, la pêche... C'est une industrie, l'industrie de la pêche est à développer, mais il ne faut pas compter sur la France pour le faire. La France ne le fera jamais. Le but d'une métropole d'avoir des colonies, c'est de s'en servir. La colonie, elle est là pour les besoins de la métropole. Il y a maintenant à dire, quand la France a besoin de café, parce que de la goûter, de la trouve bon, la fait produire du café à la Réunion. Après, la sortie à nous, comme on l'a dit pour l'océan Indien, la pointe de poisson dedans, que ça la sorte à nous après. Mais l'a dit comme ça, le café, ben, n'avait de cyclone, c'est-à-dire avant, on l'a pas vu. N'avait de cyclone, n'avait la maladie. Parce que la France a besoin de sucre, la paix d'Haïti, l'a fait plein de canne à sucre. Maintenant, Tereos, une multinationale, est chargée tout simplement de liquider la production sucrière. Comme mon vieux camarade Bouni Payat, il disait à mon corps pas plus loin qu'hier. Il a dit, c'est un patrimoine réunionnais qui fout le camp. Et il est vrai. Toutes les bradées, où l'avait de la vanille, où l'avait de géranium, où l'avait de vétiver, n'a plus. Mais si nous continuons comme ça, où ça va? Si nous comptons sur l'extérieur pour inventer notre devenir demain, si nous ne demandons pas aux Réunionnais de réfléchir à son devenir demain pour nos enfants, est-ce que nous allons continuer de laisser nos enfants partir, être déportés dans une France raciste où il y en a 5 millions de chômeurs? Ça, c'est important, il faut le dire aux Réunionnais également. Maintenant, comment nous va débrouiller nous demain matin? Il appartiendra à l'ensemble des Réunionnais de décider que ça, est bon pour la Réunion. Mais ce ne sera pas l'Europe qui va décider, parce que la preuve, il dit, oh, la France, l'Europe, eh bien, elle a ruiné toute production à la Réunion. Et si vous voulez là, alors, m'y remonte dans le temps, mon vécu, permettez-moi de le dire. Dans les années 60, on l'a dit à nous comme ça, la pointe de travail pour tous les Réunionnais. Une déportation générale des enfants de la Réunion a été faite. 1600. Combien? 1600. On parle des enfants de la Creuse, mais il parle dans l'ensemble des Réunionnais. Un petit peu pareil, à peu près pareil. Un petit peu pareil, c'est-à-dire autour des 1500. Vous faisiez partir entre 5 et 7 000 enfants réunionnais par an de la Réunion pour maintenant en France. Oui, mais lorsqu'on regarde ceux qui ont dit
après, qui ont parlé de leur expérience, tous n'ont pas donné des avis négatifs. Il y en a qui ont quand même réussi à se... Moi, on n'a pas dit qu'elle donne des avis négatifs. Oui. Mais il dit comme ça, elle a déporté les enfants de la Réunion. Maintenant, avis négatif ou positif, chacun était en... Les autres l'ont dû faire d'autres vies comme d'autres l'ont pu. En France, victimes du racisme, d'autres les victimes des bavures policières. Mais on en a quand même aujourd'hui plus de 220 000 Réunionnais qui survivent à l'extérieur. Parce que mais il ne peut pas vivre dans son pays parce que la Réunion c'est un caillou. La Réunion elle est trop petit pour nous. Mais on en a des populations d'Europe, ils rentrent en Pundiac. Et les autres, ils prennent et les emplois et les logements. Et on en a à la Réunion actuellement 25 à 30 000 familles réunionnaises. Ils attendent un logement depuis des décennies. Et là, point. On en a d'autres, ils vivent dans des bidonvilles, dans... Mon Dieu Seigneur, comment il faudrait dire ça dans des taudis. Et si jamais ces réunionnais, ces pères de famille, ils permettent à autres de faire sur le terrain de notre papa ou le terrain de notre maman, sur un patrimoine que nous avons là, ils permettent de faire une case, que ça il se passe. L'occupant, il vient avec notre bulldozer, il crase comme l'a fait Saint-Louis chez M. Chevalier. Est-ce que... Mais il ne propose pas d'autre rien. Il n'a pas rien pour proposer aux autres. Il trappe, il crase la case à 6 h du matin. Les gendarmes y arrivent masqués, avec fusil au poing. Ils ordonnent les gens de sortir de leur case. En blouse, en mauresse, le bouc, ils sortent dehors. Les autres les menacés, ils disent « bouge pas ». Et le bulldozer, il avance pour craser l'autre case. Est-ce que les normales, ça y fait rappel à nous les sionistes en Palestine, exactement la même chose, les Palestiniens l'écraser comme nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous refusent d'être ces Palestiniens de l'océan Indien, nous doivent batailler pour que notre pays survive et pour que nos enfants ils peuvent vivre sur sa terre natale, comme chacun a le droit de le faire. Et moi, je pense que des emplois, il ne faut pas que nous continuions l'extérieur pour créer. Nous peut développer l'agriculture, diversifier l'agriculture. Comment on peut dire, moi, un pays comme la Réunion, il mange 65 000 tonnes de riz par an, il ne produit pas un grain. Comment on peut dire, moi, le maïs, il a été une production nourricière. La nourrit des enfants de la Réunion, on l'a mangé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, où il n'y a presque plus de maïs, il importe le maïs? Nous l'a produit à la Réunion du chocolat. Là maintenant, pour faire tout un topo avec la dit, ça fait chocolat et tout. Mais nous l'a produit du chocolat. Ou on a encore dans certaines vieilles cours des esquisses de pieds de cacao. Bon, cacao, oui. Eh ben, pour les chocolats, non, c'est pour préciser que c'est du cacao. Du oui. Cacaoyer. Du cacaoyer, ben, cacao, chacun va comprendre. Oui. Bon, eh bien, on a encore ces esquisses. Il y avait une production de chocolat, si je ne me trompe pas, elle était dans le fond de la rivière Saint-Denis. Nous avions une industrie qui produisait à partir du chocolat des cordes. N'a plus. Ça, c'était pendant la guerre. Non, mais il parlait là 1957, 1960. Ah bon? Ah oui. On l'a vu, moi, les femmes à Saint-Pierre, et bien, elles allaient ramasser, du chocolat pour faire des films. Ils croient que l'usine qui produisait les cordes, elle était chez Mancier, avant qu'il est devenu un moulin de maïs, à Saint-Pierre. Bon. Eh bien, on avait des activités. L'avait point le chômage que nous a, la Dianoukma, la point de travail pour nous, il fournit ça en France. La main de 220 000 Réunionnais a été déporté. Aujourd'hui, on a 170 000 Réunionnais au Pôle emploi. On ne peut pas dire que 220 000 ont été déportés. Il y a ceux qui veulent partir, il y a ceux qui veulent vivre en quelque sorte, là, on encourage les autres. C'est-à-dire que là, pas mettre la chaîne dans une main, il faut dire aux autres, il faut que ça va. Non, moi, les d'accord avec vous. Mais là, pas mettre la chaîne dans une main, mais la mettre dans notre tête. Aller où à Paris, où l'a vu Paris, et puis quand on l'a vu Paris, ben, où l'a tout vu. Il reste à mourir, quoi. Et après, ben, les gens, on est dans la merde. D'abord, quand d'autres, ils essayent de revenir à la Réunion. Vous l'avez remarqué qu'ils payent d'autres billets pour partir. Il y a d'autres qui payent d'autres billets, ils ne payent pas pour revenir. Moi, j'étais responsable de l'Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France. Moi, j'étais obligé de démarcher des députés en France pour demander de faire quelque chose pour faire rentrer des Réunionnais il y a 15 ans, les dans le chemin. Et comme ça, on avait comme tout héritage un sac plastique avec 2 linges dedans. Et heureusement que mon appel est entendu, ces députés, mais il ne sera pas dire le nom, ils ont pu faire entrer ces SDF qui clochaient autour de Arts et Métiers, à côté de le centre Pompidou et tout ça. Bon, dans quelles conditions ils vivent nos compatriotes en France? Il faut que les familles réunionnaises y connaissent. Et en plus de ça, ce qui est malheureux, c'est que ces jeunes qui partent, quand ils tombent dans la déchéance en France, eh bien, ça doit prendre le courage de dire à notre famille. Parce que quand ça va pour travailler... C'est comme une fierté aussi. Ça va... comment dire, Zoti ne doit pas échouer. Si Zoti échoue, ça veut dire que Zoti c'est rien. Alors, la naine, malgré les balaye dans les hôpitaux, il va dire que Mali est infirmière. L'autre, excusez-moi, ça finira à dire, les pires. Hein. On va essayer de moduler un petit peu les... Oui, les conditions dans lesquelles vivent nos sœurs réunionnaises sur Paris, puisque moi j'étais sur Paris.
les déplorables. Pas toutes, bien entendu, oui, mais même s'il y en a un ou deux, ou une fille réunionnaise sur les trottoirs de Paris, quitter son pays, aller là-bas, aller faire le trottoir pour nourrir son enfant le lendemain. Est-ce que n'est pas un crime organisé contre la population réunionnaise? Alors, il nous reste un peu moins de 3 minutes, Jean-Claude Barré. Je rappelle donc que vous êtes du LPLP. Qu'est-ce que vous proposez comme solution, rapidement, en moins de 3 minutes, pour que la Réunion indépendante puisse tenir le coup? Eh bien, ça nous propose, une diversification des cultures, rompre les liens de domination coloniale, et nous n'avons la mer autour de nous, nous n'avons la forêt, nous n'avons les terres que le parc national, en parenthèse, il veut voler à nous, il dépouille à nous. Bon, est-ce que nous devons accepter ça ou bien nous devons réfléchir pour le devenir demain matin de nos enfants? Il faudra que nous pensions, mais pas nous, tout simplement le LPLP. L'ensemble de la population, comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait que la fibre réunionnaise, comme il y en a encore chez certains vieux, ça n'a pas été lobotomisé, eh bien, ça renaît et ça fait des propositions pour nos enfants de demain. Vous, en tout cas, LPLP, vous travaillez en ce sens? Nous travaillons en ce sens et nous faisons un appel au rassemblement de... S'il y avait des patriotes en France lors de la guerre, face à l'occupant, mais ils pensent qu'ici à La Réunion, il doit y avoir une multitude de patriotes, seulement qui n'osent pas s'avouer parce que chacun est dans son coin, les décourager, et les manipulateurs d'en face, là, ils comptent sur le défaitisme justement pour remettre les autres en l'air. On va donner un contrat de 5 ans au mois de mars, là. Les autres, quand on va aller voir les autres, 6 ans. 6 ans? Bon, on va donner aux autres 6 ans. Et les autres, quand un beau qui savoir aux autres, là, soit il ferme la porte, il fait foutre au dehors, ou bien il donne un contrat de 3 mois et de 6 mois. Où ça n'y va? De monde n'a qu'à utiliser la 3e voie, c'est-à-dire les autres cas, vous n'allez pas voter, boycotter les élections. Quelle va être la position de LPLP pour les municipales de 2014? Mais il vient de dire où? Le boycott, l'abstention, comme il veut, ou ça choisit entre la peste de droite et le choléra de gauche, qui ça où ça choisir? La plupart, une bonne partie au moins, sont des repris ou des rescapés de justice. Et ce sont ceux-là qui se retrouvent dans les mairies. Le pouvoir colonial, il peut pas scier la branche sur laquelle s'exerce. Comme ça, il fait. Il condamne le boug avec du sursis, l'inéligibilité d'1 an, et puis le boug, il revient, il est vierge. Il reprend sa mairie, et il continue de faire ce qu'il a fait. Il y en a beaucoup d'exemples, parce qu'il vaut la peine de citer. Non, on ne citera personne. Oui. Ça m'évitera des soucis. Il me reste quelques secondes. En tout cas, vous ne serez pas sur les municipales, mais est-ce que vous serez sur les régionales? Nous serons dans le combat des municipales, quelle que soit la forme que nous allons utiliser, nous serons dedans dans les municipales. Et vous appellerez au boycott? Et nous appelons au boycott. Est-ce que c'est vraiment logique, votre démarche? C'est une façon d'être. C'est une façon d'être dans le combat pour amener les gens à réfléchir. Comme on l'a dit à Oun, entre la peste et le choléra d'un de l'autre, nous n'avons pas le choix. Nous sommes présents dans la bataille électorale et on n'est pas obligé d'aller voter pour assurer. D'accord. Jean-Claude Barré, nous sommes arrivés au terme de ces 20 minutes de discussion. Ça fait vite. Merci. Apparemment, vous êtes arrivé tout doucement, mais apparemment, vous avez pris le train en marche. Ah, mais le train, ça va toujours. Donc, merci à vous. Donc, je vais vous demander de laisser la place à... Et merci, Charles Moyac. Merci d'avoir invité à nous. Ça fait plaisir à nous quand même de pouvoir nous adresser aux téléspectateurs et de dire notre position et de dire que le LPLP, malgré que certains l'ont voulu étrangler, le LPLP est là toujours. Et continue. Merci, donc je vais vous laisser sortir. Merci. En attendant, Claude Moyac d'Europe Écologie Les Verts qui va nous rejoindre. Donc, je vais vous demander d'être rapide parce que votre remplaçant... Merci. Donc nous allons donc cette fois-ci accueillir Europe Écologie Les Verts, Claude Moyac, qui est donc secrétaire départemental donc, de ce parti. On va aussi, avec les Verts, on va parler des municipales. La position des Verts est très importante pour ces municipales, étant donné que les jeux des alliances a commencé et c'est parfois très hétérogène. Les Verts à Saint-Denis fait alliance avec le PS, mais ailleurs, par exemple, comme à Saint-Pierre, c'est avec le Progrès. Donc, Claude Moyac, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, juste pour pas que je me trompe, c'est bien secrétaire départemental d'Europe Écologie Les Verts? Alors non, je suis porte-parole régional d'Europe Écologie Les Verts à La Réunion. Le secrétaire départemental, c'est toujours Jean Appel-Dinger? Le secrétaire régional, oui, c'est Jean Appel-Dinger, oui, toujours lui. Alors, je vais juste rentrer dans le municipal parce que oui. je disais ça à l'instant. À Saint-Pierre, l'Europe Écologie Les Verts a rejoint le Progrès, Krishna Malamia. Oui. À
À Saint-Denis, Jean-Pierre Marchaud, Yvette Duchman a rejoint la liste PS, oui. Gilbert Annette, oui. On voit à Saint-Louis que c'est avec Patrick Dorilas, donc PLR. PLR, oui. Il n'y a pas une ligne de conduite définie par les Verts pour ces municipales? Si, il y en a une, c'est justement laisser aux adhérents la possibilité de décider. C'est vraiment laisser une autonomie à ceux qui vont demain subir, entre guillemets, la politique donc, dans leur ville. Ben, c'est leur laisser en amont la possibilité de choisir en fait, les gens qui vont porter sur les listes aux municipales de demain. Donc c'est une façon de fonctionner chez nous écologistes où nous avons une ligne de conduite. Évidemment, nous avons des marqueurs écologiques que nous voulons voir intégrer les programmes, évidemment. Par contre, il y a comme ça une latitude possible pour les adhérents en fait, de chaque groupe local de choisir d'abord les personnes qui veulent porter donc, pour les municipales et choisir le groupe avec lequel ils pensent que c'est le mieux de le faire. Voilà. Alors, il y a bien sûr une ligne de conduite, c'est-à-dire c'est forcément des partis de gauche avec qui on a des affinités, évidemment, avec, donc, comme je vous ai dit, des marqueurs écologiques. Et après ça, les militants décident et ils font comme ils veulent. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous avez eu une réunion, il y a eu un conseil départemental d'Europe Écologie Les Verts, où vous avez pris une position officielle pour l'ensemble des 24 communes? Non, justement, alors, on n'a pas de position officielle pour les 24 communes. En fait, c'est chacun sur le terrain décide. Voilà, on a une ligne de conduite en fait globale, et chacun sur le terrain va décider en fait concrètement dans chaque commune avec qui on part et en termes de négociation, en termes de marqueurs qu'on veut voir figurer dans le programme commun. On le voit à Saint-Paul, oui. l'Europe Écologie Les Verts est avec, entre autres, Jean-Appel d'Angers est avec Huguette Bello. Oui, alors ça s'est reconduit, d'autant que le PS reste aussi fidèle à cette liste d'union autour d'Huguette Bello. Oui, alors c'est dans la logique des choses en fait. Nous avons à Saint-Paul mené une politique auprès d'Huguette Bello qui, à mon sens, à notre sens, a été positif sur de nombreux points, et il a été donc comme ça naturel d'entrevoir en fait la possibilité de continuer avec Huguette Bello. J'ai moi-même été avec Mélissa Cousin désignée comme binôme paritaire pour porter donc la parole écologiste à Saint-Paul avec Jean-Appel d'Angers, vous l'avez dit, avec Michel Clément et Nila Minacci. Et nous avons donc décidé de poursuivre les négociations pour continuer ce travail, pour aller toujours plus en avant, toujours plus d'écologie en fait à Saint-Paul, puisque nous pensons que cela est possible et nous avons un bilan positif en fait à faire valoir et surtout à mettre en balance dans les négociations. C'est un test, c'est les municipales, parce que je pense que vous allez devoir vous compter un petit peu, parce qu'après les municipales, 2 mois après, vous avez les européennes. Et ça, c'est ce genre de scrutin que vous aimez bien, parce qu'il y a 5 ans, aux européennes, les Verts ont caracolé au-dessus de 10%. Et on a vu, juste oui. après le film de Yann Arthus-Bertrand, que les Verts avaient pris de la dimension. Est-ce que là, à La Réunion, vous pensez que vous pouvez réitérer cette performance? Oui, alors c'est vrai que les européennes sont des élections en fait, qui pour nous, ont toujours bien fonctionné. Et effectivement, on fonde un espoir sur ces élections-là. On espère que la dynamique va prendre justement et que cette dynamique-là va suivre la dynamique qu'on va mettre en place pour les municipales. On a la tête de liste, donc Yvette Duchman, à La Réunion, qui a été désignée tête de liste pour tous les Outre-mer. Donc ça, c'est aussi une satisfaction propre à Europe Écologie Réunion. Et nous allons porter, oui, cette candidature pour les européennes. Vous ne discuterez avec aucun partenaire, pas plus le PLR, pas plus le Progrès que le PS. Ainsi, vous irez vraiment sur une liste à vous. Oui, une liste à nous avec donc un arbitrage entre guillemets national. Donc il y a eu beaucoup de discussions dans ce sens. Donc à Europe Écologie Les Verts nationale, notamment le mois dernier, qui a conduit donc à la désignation d'Yvette Duchman, notamment. Et oui, nous allons aller avec une liste autonome, même si il n'est pas exclu complètement qu'il y ait des personnes de l'Agora. Vous savez qu'on a une façon de fonctionner en fait où on parle d'Agora avec des personnes qui sont proches de nous, mais sans forcément être adhérents en fait chez nous, qui peuvent comme ça être investis par Europe Écologie Les Verts et faire partie d'une liste commune sur laquelle évidemment il y aura essentiellement des gens d'Europe Écologie Les Verts, évidemment. Alors, si on fait le point aujourd'hui de ce que représente Europe Écologie Les Verts à La Réunion, vous avez du mal aujourd'hui à vous légitimer sur le plan populaire,
Et vous avez justement besoin de ce genre d'élections, comme les européennes, pour vous lancer. Aujourd'hui, on regarde, Rayba Dubois est parti, Vanessa Miranville est partie à la possession, Vincent Defaux vous a aussi quitté. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à Europe Écologie Les Verts et quel est le poids de ce parti politique, de ce mouvement sur l'échiquier politique local? Alors ce qui reste, il reste la qualité. Hein. Des personnes comme Jean Yappel d'Inger ou Mélissa Cousin qui ont fait la preuve d'un travail sérieux et de la possibilité de participer à une mairie et de mener des projets à terme. Donc il reste ça, c'est pas rien. Après, il est vrai qu'on a du mal à faire entendre notre voix et à parler d'écologie aux Réunionnais. Peut-être que l'échiquier, comme vous le dites, réunionnais, est trop marqué soit à droite, soit à gauche, avec une partition comme ça qui nous est pas tellement favorable. C'est pourquoi nous avons choisi, et nous écologistes, en fait, d'aller avec des listes, sur des listes communes, en fait, à partager avec d'autres partenaires de gauche, notamment les sensibilités de gauche, pour faire la démonstration que nous pouvons justement mener à bien des projets, que nous avons des choses à dire autrement que l'environnement, parce que notre souci aussi, c'est d'être trop enfermés en fait dans la chose de l'environnement et de la nature, alors que nous avons bien plus que ça à proposer et à montrer. Alors deux questions qui, depuis maintenant quelques années, amènent les Verts à avoir des positions parfois différentes. Il y a l'incinérateur, sur ce fameux PDMA, on ne sait toujours pas comment va être mixé le projet pour l'élimination des déchets à La Réunion, et on le voit aussi sur la route du littoral. Vos positions sont parfois contredites par d'autres qui se réclament également du mouvement écologiste. Oui, alors de mouvements écologistes et de sensibilité écologique, évidemment, il peut y en avoir 100 et on peut que s'en réjouir. Après, il faut se poser la question de la sensibilité et de la sincérité en fait de ces personnes. Nous, on a toujours été à Europe Écologie Les Verts, on n'a pas changé de ligne et on reste sur cette même ligne-là. Alors oui, route du littoral, l'incinérateur, ce sont des projets sur lesquels on a du mal à se faire entendre, nous. Parce que notre positionnement est le suivant, c'est qu'il faut voir ces projets-là dans la globalité et remettre l'incinérateur, par exemple, dans la globalité en fait d'élimination des déchets à La Réunion. Et c'est ce qui manque en fait dans le débat actuellement, puisque on va comme ça morceler des parties ayant trait aux déchets. Pour la route du littoral, on va morceler en fait sur un axe ouest-nord concernant le transport, sans voir la globalité en fait des transports à La Réunion. Et c'est à mon avis ça qui manque ici à La Réunion. Nous avons besoin de politiques qui ont une autre vision pour La Réunion, une vision ambitieuse, autrement que de réaliser en fait des grands projets pour laisser son nom en fait sur une première pierre qu'on a posée un peu à la hâte et finalement au-delà rien d'autre. Voilà, c'est ça le problème de La Réunion, c'est réfléchir globalement et surtout en prenant en compte ce que les citoyens ont à penser et ont à dire en fait par rapport à ces projets qu'on mène finalement à côté d'eux, sans eux. Si vous regardez, vous avez aujourd'hui le centre technique de Saint-Suzanne, le centre d'enfouissement technique de Saint-Suzanne, vous avez la Jamaïque, maintenant vous avez la Saint-Étienne, vous avez 3 endroits, maintenant vous fermez les yeux, vous passez à côté, vous savez où vous êtes, et on est dans l'enfouissement, on a du mal à l'incinération. Vous êtes opposé à l'incinération en tout cas. Quelle solution sur l'élimination des déchets? Alors sur l'élimination des déchets, très clairement, c'est réduire à la source en fait. Nous cherchons comment faire pour traiter les déchets une fois qu'ils sont produits. Et on ne se pose pas d'autres questions et on ne va pas dans la globalité. Pourtant, s'il y a des déchets au final dans une chaîne de production des déchets, c'est qu'ils arrivent dans cette chaîne-là à un moment donné. Et c'est comment ils arrivent, en quel nombre et comment on s'occupe en fait de cette entrée des déchets dans la chaîne qui manque complètement dans les débats actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans une ère de surconsommation où on va consommer à outrance des produits qui arrivent souvent de très loin, suremballés, 3 à 4 emballages, qui au final vont donner beaucoup de déchets. Et si on ne s'occupe pas de cette formation des déchets à la source, eh ben on n'a rien compris et c'est toujours vers des solutions qui n'en sont pas qu'on va se tourner. On va se tourner vers l'incinérateur, qui n'est pas une solution parce que un incinérateur, les incinérateurs qui tournent dans le monde, on peut aller les voir. Qu'est-ce qu'on constate? C'est encore 25 à 30% de déchets sous forme minérale qui est encore à enfouir. On ne résout pas le problème. On réduit peut-être, on augmente peut-être la toxicité, même très certainement la toxicité de ces déchets-là, mais par contre, on ne résout pas le problème. Et c'est ça
C'est ça le problème pour un territoire comme le nôtre qui est petit. J'entends bien ce que vous dites, mais on reste sur un élément, en fait, c'est le financier. Parce que éliminer à la base, d'accord, mais le conditionnement, c'est un coût, et les entreprises ne sont pas prêtes à investir pour une simple raison, c'est que à l'arrivée, le coût de revient de leurs produits est trop élevé. Il y a la concurrence des pays de la brique, le Brésil, la Russie, la Chine, et le dernier, c'est l'Inde que j'ai oublié, et donc la Chine. Il y a les pays émergents, vous avez des pays à faible taux de coût de travail. Comment préserver le travail, le pouvoir d'achat des consommateurs, des citoyens, et en même temps faire ce que vous dites? Est-ce que l'équation n'a pas trop d'inconnus? Si, alors le moyen, c'est de penser local et d'agir en fait localement. C'est justement de casser en fait ces chaînes-là. Pourquoi on doit faire venir la carotte d'Australie ou de Pologne? Parce que la production locale n'est pas suffisamment soutenue et n'est pas suffisamment organisée. Donc, organisons d'abord le local et revenons vers une agriculture proche des gens. Avec raisonnée. Même pas raisonnée, c'est une agriculture proche des gens avec l'utilisation l'agriculture bio en fait, hein, mais surtout une agriculture replacée dans son contexte avec les moyens qu'on a ici de produire et surtout pour éviter de faire venir des produits d'ailleurs. Et c'est ça en fait qui pose problème à la base. Si on regarde ce que préfèrent les grandes surfaces, les centres commerciaux, enfin surtout les grandes surfaces, oui. La grande distribution, pour eux, c'est plus intéressant de faire venir ça des carottes de Nouvelle-Zélande ou d'Australie plutôt que d'acheter ici. En termes de coût, de revient, leur marge est bien sûr plus importante. Eh bien oui, mais est-ce que pour autant c'est acceptable ? On réfléchit juste sur le court terme en se disant qu'est-ce qui va être mieux en fait de faire, qu'est-ce qui va être mieux de vendre pour le bénéfice immédiat. Or, il faut réfléchir sur le long terme. Et le long terme, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le pétrole sera de plus en plus cher et que pour faire venir des carottes de Nouvelle-Zélande ou de Pologne, ça va coûter de plus en plus cher. Et c'est ça qui va de plus en plus peser dans le poids du budget des ménages. Or, si on ne commence pas à s'attaquer à ce problème-là maintenant, dans 10 ans, il sera beaucoup plus important. Et donc, il faut qu'on s'occupe de ça maintenant. Est-ce que vous, en tant que consommateur, entre un kilo de carottes qui coûte 3 € produit à La Réunion et un kilo de carottes qui coûterait 1,50 € venu de Nouvelle-Zélande, vous ferez quel choix ? Oui, alors évidemment, si j'ai le choix comme ça, si j'ai la possibilité d'acheter les carottes réunionnaises, je les achèterai. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix, oui. Un exemple très très simple. Quand il y a une eau qui a été commencé à être produite ici, une eau gazeuse dont je ne vais pas citer le nom, au début, c'était aux alentours de 6 € les 6 bouteilles, même au-delà. Là, on est plutôt dans les 4 € et quelques. Pourquoi on est arrivé à ça ? C'est parce que quand ça a été mis sur le marché, il y a eu des gens qui ont soutenu en fait et cru en cette eau pour donc soutenir cette activité, acheter de l'eau, et ce qui a fait que la consommation augmentant, on a pu diminuer les coûts sur cette eau-là. Maintenant, on achète de l'eau qui est produite à La Réunion et non plus de l'eau qu'on fait venir de je sais pas où, de métropole, sur nos tables réunionnaises. Donc ça peut se faire. Après, il faut aussi une conscientisation du citoyen, et je pense que nous avons, nous politiques, aussi un rôle à jouer dans cette conscientisation, c'est-à-dire expliquer le pourquoi des choses en fait aux gens, et dans une démarche aussi pédagogique en fait. Nous ne sommes pas là juste pour nous faire élire, la plupart du temps sur des choses à moitié dites ou à moitié expliquées. Si on fait un constat, de toute façon, l'écologie, je parle d'écologie, là je vais parler d'élimination de déchets en fait. Oui. Quand on a mis en place le tri, oui. Même ça, c'est une vaste fumisterie. Parce que même quand c'est trié, on sait très bien que quand ça arrive sur le site, tout est remis dans le même panier, et qu'après, il faut recommencer. On est bien sur un problème de coût, et à chaque fois, qu'est-ce qui finance ? C'est les contribuables qui payent les entreprises qui éliminent les déchets, c'est bien les contribuables. On se rend compte bien que, à un moment donné, même le consommateur qui aurait envie de faire du tri, c'est pas intéressant pour lui, c'est pas non plus motivant.
Alors c'est pas motivant, c'est vous qui le dites, mais moi je pense qu'au contraire, le tri est de plus en plus motivant pour les personnes qui viennent de plus en plus, et notamment sur les bacs jaunes, en fait, sur les papiers, cartons et plastiques, nous avons des performances qui sont certes pas mirobolantes, mais ce sont des performances qui sont ce qu'elles sont et qui sont en progression. Il faut juste, c'est toujours pareil, il faut juste se donner les moyens de réfléchir sur les déchets dans leur globalité. Il y a dans les poubelles grises, il y a plein de déchets qui arrivent et qui justement contaminent en fait d'autres déchets qu'on peut pas revaloriser, parce que c'est ça le problème à la base, c'est comment revaloriser nos déchets, puisque dans ce que l'on jette, il y a encore plein de choses que l'on peut récupérer, reconditionner et réexporter vers d'autres pays qui vont après le transformer, et pourquoi pas nous-mêmes entrevoir ici la transformation localement de ces produits plutôt que de les exporter. Donc vous voyez que on ne peut pas juger comme ça d'un système qui est effectivement pas performant, mais pas parce que c'est le système qui n'est pas performant, mais c'est dans sa mise en œuvre. Donc il faut qu'on revoie la mise en œuvre et qu'on se demande comment faire pour l'améliorer, puisque ça se fait ailleurs et ailleurs ils arrivent à l'améliorer. Pourquoi pas chez nous? Prenons les choses à bras le corps et mettons-nous autour d'une table et discutons de tout ça. Voyons les choses dans la globalité. Ce discours que vous tenez là, que vous tenez sans doute avec les gens que vous rencontrez, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une attente? Est-ce que les gens veulent aller dans votre sens? Et comment vous, Europe Écologie Les Verts, allez essayer de convaincre les gens à rejoindre votre mouvement, à soutenir votre position? Alors, les gens ne vont pas forcément dans ce sens-là, puisqu'ils vivent l'écologie comme, en tout cas l'écologie politique comme une utopie d'abord, une utopie, ou sinon l'autre versant, c'est une volonté en fait de faire des lois pour contrecarrer leur liberté et imposer en fait de plus en plus de choses. Or, l'essentiel de notre discours, c'est quand même de dire, à la base, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes sur une planète où on sait qu'elle est finie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'augmenter. Elle va être comme ça encore pour des millions d'années, on l'espère. Mais il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire que le pétrole, à un moment donné, on va en manquer. On va manquer de matières premières qui vont devenir de plus en plus chères. Comment on fait? Alors, la solution, en fait, c'est de se dire, on est dans un système où on surconsomme. Ce système-là n'est pas viable, n'est plus viable. Il faut revenir à autre chose et changer de modèle. Et c'est ça que l'on dit, nous. Et c'est cette globalité que les gens ont peut-être du mal à saisir et qu'on a peut-être aussi du mal, nous, à expliquer. Globalité, c'est-à-dire, il y a des choses que l'on sait. Les experts nous ont suffisamment mis en garde par rapport à ça, le réchauffement climatique, le pétrole qui va devenir de plus en plus cher. Pourtant, on continue dans un modèle de développement et dans un modèle de toujours plus. On consomme, et on sait qu'on va dans le mur. Et nous le disons, et d'autres ne le disent pas ou font semblant de ne rien voir. Et voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème à la base. D'accord. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir été notre invité et d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec 3 nouveaux invités. En tout cas, merci à la réalisation, merci à celui qui a préparé ce nouveau générique. Merci à vous pour votre fidélité à Télé Créole. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée chez vous.